Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle web TV de l'Institut de la Vision consacrée ce soir à l'espérance et à l'espoir d'une certaine manière, puisque nous allons traiter des nouvelles thérapies de la vision. Nous sommes très nombreux sur ce plateau. Les nouvelles thérapies de la vision, source d'espoir donc, et de l'importance de l'évaluation de leur impact sur la vision dans la vie quotidienne. Nous avons 4 spécialistes à divers titres, nous avons un patient référent et nous avons le bonheur et l'honneur insigne d'avoir avec nous en direct de Pittsburgh, États-Unis, le patron, entre guillemets, l'ambassadeur de ces nouvelles thérapies de la vision, le professeur José Alain Sahel. Je crois que vous nous voyez parfaitement, vous nous entendez parfaitement, professeur. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire de l'Institut de la Vision. Vous êtes donc cet ambassadeur des nouvelles approches thérapeutiques. Et je vais vous présenter, si vous ne les avez pas encore vus ce soir, professeur Sahel, nos intervenants. Alors, Cécilia Cohen, bonsoir. Vous êtes orthoptiste, chef de projet en réhabilitation chez Streetlab. De ce côté, Colas Autier. Vous êtes, bonsoir, vous êtes docteur en contrôle moteur, c'est-à-dire de manière un peu moins technique et aride en sciences du mouvement, chef du projet en évaluation du bénéfice thérapeutique chez Streetlab. À côté de vous, Alexandre Delot, bonsoir, ingénieur biomédical, doctorant dans l'équipe vieillissement visuel et action à l'Institut de la Vision. Et nous avons, pour cette web TV, comme tous les mois, un patient référent. Il est avec nous. Il s'appelle Stéphane Herriard. Bonsoir Stéphane Herriard. Bonsoir. Vous êtes atteint de rétinopathie pigmentaire. Vous êtes assez malvoyant et je crois que c'est une litote en ce qui vous concerne. Et vous suivez depuis plus de 10 ans de nombreux protocoles. On va en parler avec vous tout à l'heure et vous nous expliquerez comment vous les vivez, ces protocoles, et ce que leur impact en fait dans votre vie quotidienne. Mais tout d'abord, pour présenter ces nouvelles thérapies de la vision, eh bien je m'adresse à vous, professeur Sahel. Nous vous écoutons sur les implants rétiniens, la thérapie génique, l'optogénétique et la thérapie cellulaire qui font rêver, je pense, tous les gens qui nous écoutent et qui leur donnent énormément d'espoir. Merci beaucoup. Donc effectivement, on avait souhaité exposer ce soir l'articulation entre l'innovation thérapeutique et l'impact que cela peut avoir dans la vie quotidienne des patients. Donc je vais commencer par une mise en perspective. Donc depuis de nombreuses années à l'Institut de la Vision, les équipes travaillent avec celles de l'hôpital au 15-20 et à la Fondation Rothschild et dans d'autres hôpitaux sur des essais thérapeutiques qui sont issus de recherches conduites le plus souvent à l'Institut de la Vision. Et ces différentes approches visent à restaurer une perception de la lumière, une perception des formes et évidemment la vision la plus précise possible chez des patients qui pour l'instant sont dans un contexte où, à part un diagnostic et un pronostic souvent difficile à établir, les perspectives étaient extrêmement maigres pendant de longues années. Alors il faut se rappeler que la lumière rentre dans l'œil et est absorbée au niveau de la rétine, qui est un tissu très très fin de quelques centaines de microns, qui absorbe la lumière en profondeur au niveau de ce qu'on appelle des photorécepteurs, des cellules qui vont convertir la lumière, l'énergie des photons, en un signal électrique. Et ce signal électrique est ensuite traité dans la rétine, qui est déjà une partie du cerveau, pour déterminer les contrastes, donc les formes, les mouvements, les directions des mouvements, les couleurs, et l'ensemble des informations sont ensuite véhiculées par le nerf optique vers le cerveau, qui est le véritable organe de la vision. En réalité, la vision se développe par étages, à partir de la rétine jusqu'au cerveau, comme dans une analyse en un processeur successif, les uns après les autres. Mais évidemment, la condition sine qua non de la vision, c'est qu'au départ, l'absorption de la lumière se déroule au niveau des photorécepteurs. Malheureusement, il y a de nombreuses maladies qui vont entraîner la dégénérescence de ces photorécepteurs. Il s'agit par exemple de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui va toucher les photorécepteurs au centre de la rétine, pas d'ailleurs directement, mais assez rapidement dans l'évolution de la maladie, avec la perte progressive de l'adaptation à la lumière, puis de la vision précise, même s'il y a aujourd'hui quelques thérapies qui donnent un peu d'espoir dans ce domaine. Et il y a un groupe de maladies d'origine génétique très très variées qui vont entraîner par des mécanismes très différents la dégénérescence successive des photorécepteurs qui permettent de voir la nuit, qu'on appelle les bâtonnets, puis des photorécepteurs qui permettent de voir le jour, qu'on appelle les cônes, qui sont plutôt au centre de la rétine, mais qui sont disséminés sur l'ensemble de la rétine et qui sont aussi d'ailleurs très importants pour la vision des couleurs.
Et donc évidemment, si ces photorécepteurs sont touchés, aucune possibilité d'absorption de la lumière et de traitement de l'information ne peut survenir. Plus en aval, et on y reviendra peut-être pour les essais thérapeutiques, il y a les cellules qui vont former le nerf optique, donc les cellules ganglionnaires, qui sont touchées aussi dans de nombreuses maladies, comme le glaucome, dont vous avez déjà parlé, ou dans des maladies génétiques, comme la neuropathie de Leber, pour laquelle nous avons développé une thérapie génique. Alors, on va revenir aux photorécepteurs, parce que ça représente une bonne partie des travaux de l'Institut de la Vision, mais pas la totalité, évidemment. Et nous avons cherché pendant de nombreuses années à développer des approches, d'abord pour comprendre l'origine génétique de ces maladies. Et donc, les équipes d'Isabelle Odo, Christina Zeiss, que vous avez déjà invitées, ont développé des approches pour déterminer quelles sont les mutations, donc les gènes, les erreurs de langage génétique qui sont à l'origine de ces maladies. L'objectif étant ensuite de corriger cette anomalie génétique. Et nous avons la chance aujourd'hui qu'un premier médicament de thérapie génique issu de travaux d'une autre équipe américaine ait été d'abord approuvé aux États-Unis en 2017 et en Europe en 2018. Les 15-20 ont été le premier centre en Europe et le centre où le plus grand nombre de patients ont été traités, plus d'une vingtaine, avec des résultats assez spectaculaires sur des enfants, des jeunes adultes. D'autres thérapies géniques ont été développées par plusieurs équipes pour corriger l'anomalie génétique ou pour pallier les conséquences de l'anomalie génétique. Et j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, pour les maladies du nerf optique, la neuropathie de Leber, où grâce aux travaux là issus de l'Institut de la Vision, plus de 200 patients ont déjà bénéficié dans le cadre d'essais cliniques ou de protocoles compassionnels d'une approche qui permet chez à peu près 80% d'entre eux, 75 à 80% d'entre eux, d'améliorer leur vision de façon très significative. Donc ça, c'est attaché à la cause du problème, c'est-à-dire l'anomalie génétique causale. En aval de ça, il y a des mécanismes successifs qui vont entraîner la dégénérescence des photorécepteurs par effet d'enchaînement, par effet d'ombre, de pénombre. Et on a travaillé aussi avec Thierry Léveillard, par exemple, à des approches pour protéger la vision centrale chez les patients qui vont entrer en essai clinique à la fin de l'année prochaine avec une des startups issues de l'Institut de la Vision, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans d'autres webinaires. Et puis, il y a des situations où la vision s'est considérablement détériorée. Il ne s'agit plus seulement de corriger la cause de la maladie ou de pallier les conséquences parce qu'il n'y a plus de cellules à sauver ou très peu de cellules à sauver. C'est là qu'on essaye de remplacer les photorécepteurs. Et là, l'Institut s'est investi dans 3 approches différentes. Une qui concerne les cellules souches pour remplacer des cellules qui ont disparu. Une autre qui concerne les rétines artificielles ou des implants, donc électroniques, optoélectroniques, c'est-à-dire qui absorbent la lumière et qui déclenchent un signal électrique, sont implantés sous la rétine. Et donc là, nous avons lancé les premiers essais cliniques il y a de très nombreuses années, mais plus récemment, dans les 3 dernières années, avec des technologies issues d'un partenariat entre l'Institut, une de ces startups et Stanford, des implants sous-rétiniens qui ressemblent un peu à des panneaux solaires, donc avec un panel de diodes qui vont absorber la lumière et entraîner un signal électrique. Et là, on a pu montrer chez des patients atteints de formes très avancées de dégénérescence maculaire liée à l'âge, déjà une restauration visuelle partielle avec la possibilité de lire des lettres, des mots, ce qui était pour ces patients devenu impossible en vision centrale. Et récemment, cette année, il y a eu une activité importante puisque tout un courant de recherche que nous avions initié il y a une quinzaine d'années, qu'on appelle optogénétique, qui vise à faire fabriquer dans les cellules restantes de la rétine des protéines qui sont sensibles à la lumière et qui vont réagir en déclenchant un signal, comme un signal électrique, donc un signal électrique qui va ressembler au signal lumineux. Et ce signal, donc étant restauré, une capacité de percevoir des formes était espérée. Et il y a beaucoup de travaux chez l'animal ont été menés à l'Institut et en partenariat avec des collaborateurs, en particulier à Bâle. Mais récemment, donc on a pu rapporter un premier patient, puis tout récemment, il y a 2 semaines, j'ai rapporté un deuxième patient, il y en a d'autres à venir, avec une restauration partielle de la vision, des formes visuelles, donc une vision qui est loin d'être parfaite, mais qui par rapport à la cécité totale dans laquelle étaient plongés ces patients, représente un espoir important. Alors la recherche, c'est un chemin infini, c'est-à-dire que quand on a un premier succès, on sait très bien que ce succès n'est que la préparation du succès suivant et qu'entre les deux, il y aura peut-être des échecs, mais que l'important, c'est de continuer à se battre, à raffiner nos connaissances, à développer de nouvelles méthodes, d'apprendre de ce qui éventuellement n'a pas marché du premier coup pour pouvoir le faire fonctionner plus tard. Et c'est ce qui a permis, au terme de très longues années et de beaucoup de patience, surtout de la part de nos patients d'ailleurs, d'aboutir à ces premiers succès qui sont porteurs, évidemment, comme vous l'avez dit, de beaucoup d'espoir. Une des questions qui est très vite apparue et qui est devenue d'une importance croissante, c'est que quand nous restaurons des capacités visuelles chez les patients, il faut pouvoir démontrer que ça va avoir un impact
pas seulement avec nos méthodes à nous, mais dans leur vie quotidienne. Et ça a conduit au fil des années, et ça c'est une initiative qu'on a prise avec Emmanuel Le Gutmann et développée avec beaucoup de gens que vous avez sur le plateau aujourd'hui, et une équipe assez dense, à mettre au point des laboratoires de la vie quotidienne. On a appelé ça Street Lab, c'est-à-dire un laboratoire. Au départ, c'était dans la rue. On avait utilisé le quartier Bastille avec la ville de Paris, puis on a décidé de créer notre propre rue artificielle, donc Street Lab, puis un appartement intelligent et d'autres méthodes dont Colin en particulier va vous parler de réalité virtuelle pour déterminer l'impact de la basse vision ou de la cécité dans la vie quotidienne des patients. Donc il y a un panel de plusieurs centaines de patients, plus d'1 millier, qui va évaluer dans la vie quotidienne l'impact qu'a le handicap. Ils vont donc déterminer sur des questionnaires directifs ou non directifs ce que ça va entraîner pour eux. Et ça va conduire à un panel de tests qui ont été affinés au fur et à mesure pour essayer de reproduire en situation réelle ce que vivent nos patients, pour pouvoir d'une part le démontrer ce que ça veut dire de mal voir, ce que très peu de gens comprennent dans notre société. La malvoyance et la cécité sont souvent mal comprises par l'ensemble de nos concitoyens et même par les politiques, et c'est très important de le faire percevoir, pas seulement pour se plaindre, mais pour pouvoir obtenir une meilleure insertion dans la société, une meilleure adaptation du contexte social. Et c'était un des objectifs de Street Lab, c'est de contribuer à l'amélioration de la voirie, de l'habitat, de la compréhension des conditions, mais au fur et à mesure, on a beaucoup évolué vers la mise au point de tests qui permettent de mieux mesurer cet impact. Et donc, ça associe très étroitement les patients, qui sont des patients investigateurs, qui sont eux-mêmes des chercheurs ou des chercheuses dans ces démarches. Et comme vous le verrez, ça a conduit, dans le cadre de Street Lab, mais aussi de l'équipe sur le vieillissement et l'action d'Angelo Arleo, qui est représenté aussi, déterminer l'impact du vieillissement qui nous affecte tous au cours du temps dans la vie quotidienne. Donc, je vais laisser la parole à toutes ces équipes. On aura l'occasion pour vous de revenir sur les succès thérapeutiques qui sont toujours des succès provisoires, mais qui évidemment sont porteurs de beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci professeur Sahel, c'était une présentation absolument éblouissante dans tous les sens du terme et très très limpide. Merci infiniment. Vous êtes quasiment un patient chercheur, vous, Stéphane Hériard. Modestement, est-ce que vous validez cette description? Bien sûr, je ne vais pas m'opposer à ce que vient de dire le professeur Sahel quand même. Bien sûr que non. Cécilia Cohen, est-ce qu'on peut juste aborder avec vous la manière dont la relation se fait avec ces patients qui participent à ces protocoles et pour lesquels il est tellement crucial d'évaluer cet impact de ces thérapies sur leur vie quotidienne et dans leur vie quotidienne? Oui, avec plaisir. On travaille en étroite collaboration avec le CHNOD 1520, le Centre d'investigation clinique, qui reçoivent les patients pour des bilans annuels et pour faire le point sur l'évolution de la pathologie. Et dans ce cadre-là, on travaille avec eux pour pouvoir proposer, grâce aux médecins, aux attachés de recherche clinique, des protocoles qui nous permettent, chez Street Lab, de mettre en évidence ce dont on va parler tout à l'heure. Et c'est une étroite collaboration de toutes les équipes de l'Institut de la Vision, du Centre d'investigation clinique et de Street Lab, du coup. Ouais. Vous pouvez nous expliquer, Stéphane Hériard, dans quel type de protocole vous vous êtes retrouvé engagé? Alors moi, ça fait bien 10 ans que j'ai travaillé avec Street Lab, même avant la création de Street Lab. On a travaillé beaucoup sur la locomotion, parce que c'est très important. Aujourd'hui, l'autonomie, ça se traduit souvent par la capacité à se déplacer seul, et la mobilité. Mais on a fait énormément de choses et le professeur Sahel parlait de la rue artificielle par exemple, mais moi j'ai connu avant la rue artificielle où on allait dehors, on avait un sac à dos, on avait des lunettes à réalité augmentée, puis on faisait des tests un peu plus subjectifs qu'aujourd'hui où avec la rue artificielle, je pense qu'on est arrivé à un niveau de mesure qui est très intéressant pour les chercheurs, je pense. Votre intervention, votre participation à ces tests et à ces protocoles, c'est sur une base hebdomadaire, quotidienne, quinzomadaire? Comment ça se passe? C'était quasiment... Ça fait sourire nos deux intervenants. Oui, parce que j'étais assez investi là-dessus et donc c'était quasiment toutes les semaines pour moi. Et, trop non, pas trop. C'est jamais trop en fait, parce que je me suis très vite rendu compte que même psychologiquement, ça m'aidait de contribuer à mon modeste niveau à apporter mon soutien à la recherche de cette manière-là, en fait. Parce que là, on est un peu jugé parti quand on est malvoyant. Moi, j'ai fait de la recherche dans ma jeunesse aussi, donc ça me parlait aussi, donc c'était un peu tout naturel d'aller vers ça. Cécilia Cohen, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cet investissement? C'est vrai qu'on construit du coup une relation où vraiment on se dit on intervient, on co-construit les protocoles avec les patients et on apprend, on
on a des petits échecs et puis on rebondit, on réévalue le protocole et aujourd'hui on est là avec des protocoles qui sont beaucoup plus aboutis, beaucoup plus construits et c'est notre travail au quotidien. On a beaucoup de chance. Colas Authier, pourquoi évaluer la vie quotidienne de manière objective avec le protocole StreetLab? Pourquoi et comment, précisément? Alors précisément, d'accord. L'idée de départ qui a été bien présentée par le professeur Sahel, c'est que la plupart du temps, dans les essais cliniques, pour évaluer un bénéfice thérapeutique, ce que l'on fait, c'est qu'on mesure des caractéristiques classiques, l'acuité, c'est-à-dire à quel point on peut voir l'acuité visuelle, à quel point on peut voir des petits caractères, la vision des contrastes, est-ce qu'on peut voir des choses plus ou moins contrastées, le champ visuel, c'est-à-dire à quel point on peut voir quelque chose qui est excentré, des caractéristiques comme ça qui sont assez peu difficilement liables à une capacité à faire une tâche de la vie quotidienne. Autant la lecture permet on peut dire qu'avec telle acuité, on peut lire un journal, avec telle taille de caractère, autant pour d'autres types d'activités. Est-ce que pour marcher, on a besoin de telle acuité ou tel champ? Est-ce que pour faire tel ou tel type de tâche, saisir un objet ou interagir dans un environnement complexe, on a besoin de cette acuité-là? Donc déjà, les tests classiques ne sont pas suffisants pour prendre en compte l'aspect multifactoriel de la vie quotidienne. Et donc c'est le premier constat. Il y a d'autres outils qui permettent de mesurer un peu la qualité de vie. Déjà, il y a des questionnaires, mais ces questionnaires-là sont très subjectifs. Ils donnent des informations utiles, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne permettent pas d'objectiver, c'est ça? Ils ne permettent pas d'objectiver. C'est une sorte. On peut aussi déjà faire un travail très intéressant avec les questionnaires, mais on ne peut pas objectiver d'une manière aussi précise la qualité de vie vraiment fonctionnelle des patients. Donc l'objectif de StreetLab a été de mettre en place des protocoles les plus standardisés possibles, les plus reproductibles possibles, permettant de mesurer une capacité ou une performance dans des tâches de vie quotidienne. Par exemple, ça peut être dans un des premiers symptômes de la rétinopathie pigmentaire consiste dans l'adolescence ou l'enfance à avoir une difficulté à se déplacer dans la pénombre, à voir dans la pénombre, ou dans des environnements peu éclairés. Donc clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on met des personnes dans des situations assez peu lumineuses et on voit dans quelle mesure ils sont capables d'éviter des obstacles, de localiser un but ou des choses de ce type-là. Mais les approches sont totalement différentes en fonction des pathologies. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra introduire, c'est dire que la rétinopathie pigmentaire, les difficultés sont plutôt liées parce que les personnes ont un petit champ visuel, donc par exemple à cette distance-là, certains patients ne voient que votre visage, donc ils peuvent pas. Si je vous regardais, je ne pourrais pas voir Cécilie en même temps. Ces gens-là n'ont pas de difficulté, par exemple, à lire, ou moins de difficulté à lire, mais ils ont plus de difficulté à se déplacer dans un environnement complexe, dans lequel il y a beaucoup de piétons, par exemple, un métro, une rue passante. C'est votre cas ? Tout à fait. Oui. La mobilité, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez complexe. Moi, j'ai je pourrais parler de beaucoup de retentissement parce que j'en ai énormément. Je suis photophobe. Photophobe, expliquez pour les gens qui... Alors, photophobe, je suis très sensible à la lumière, donc sur un plateau par exemple, de télé. Par exemple ici. C'est extrêmement douloureux et compliqué pour vous. Un petit peu douloureux. Bon, c'est pas non plus... C'est surmontable. J'ai des difficultés dans la vie... Lucas, c'est ça ? Colas. Bah voilà, ça commence. Donc Colas parlait de la vie quotidienne. Moi, c'est les repas, par exemple, c'est assez compliqué parce que j'ai des pertes de champ visuel entre la périphérie et le centre, ce qui fait que, par exemple, je tiens le micro depuis tout à l'heure parce que si je le posais, j'aurais du mal à le retrouver. Vous ne le retrouveriez plus. Voilà. Après, j'ai aussi des problèmes d'ouïe et donc du coup, je suis très perturbé par tous les bruits. Donc si ça discutait en plateau pendant qu'on parle, je serais très gêné, par exemple. Mais il y a énormément de choses et donc ça rejoint ce que dit Colas par rapport à l'aspect multifactoriel de la recherche. C'est très très compliqué de donner de manière objective un vrai ressenti. Cécilia Cohen, objectiver, c'est fondamental ? C'est important dans la démarche de recherche pour ensuite essayer de mesurer des améliorations, ce qu'on espère à terme, et aussi de pouvoir évaluer sur un plus grand nombre de patients des tâches qui sont au quotidien importantes pour eux. Et effectivement, là, pour le cas de la rétinopathie pigmentaire, c'est vraiment la locomotion et la lumière. Et ce sont des données qui sont très difficiles à objectiver parce que dehors, en fonction de la saison, du moment de la journée, on sait bien que ce ne sera pas la même chose. Là, dans la rue artificielle, on arrive à isoler ces paramètres-là. Et donc, du coup,
pouvoir analyser avec des valeurs objectives, c'est un peu ça l'idée, des données importantes pour nous. Alexandre, je voudrais votre réaction et vos commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire sur la nécessité d'objectiver l'impact dans la vie quotidienne. À mon avis, effectivement, c'est très important. Et aussi, on va montrer des vidéos dans pas longtemps. Hein. Oui. On va montrer des vidéos pour comprendre exactement, parce que là, on est en train de parler. Je pense que pour les gens qui nous regardent, c'est un peu abstrait. Donc, je pense qu'il va être important de montrer les vidéos du Street Lab et de la réalité virtuelle et de pouvoir les commenter. Je voulais m'adresser au professeur Sahel. Je crois que vous vouliez nous montrer tout à l'heure une ou deux vidéos. Est-ce que vous envisagez de le faire et de les commenter, ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse un peu plus tard, professeur ? Comme vous voulez, mais on peut le faire à n'importe quel moment, puisque en fait c'est pour démontrer que grâce à ces plateformes, nous avons pu évaluer dans des tâches de la vie quotidienne pour les patients l'impact de la restauration visuelle. Mais peut-être que si on commence par montrer le principe de ces plateformes, comment elles fonctionnent, ça sera plus compréhensible. Ce que ça démontre surtout, c'est peut-être Cécilia aura l'occasion de le dire, c'est que les tests, on les réinvente avec les patients. Parce qu'au départ, quand nous concevons les essais cliniques, il y a des standards qui existent dans la littérature, il y a nos idées préconçues de ce qu'on peut espérer en termes d'impact. Et finalement, les patients nous disent, c'est pas ça, il y a autre chose. Et finalement, on s'adapte. Alors, on pourrait peut-être nous reprocher d'être opportuniste, mais c'est pas le cas. C'est qu'on essaie de coller à la réalité de la vie quotidienne des patients, mais à un moment donné, d'introduire de l'objectivité là-dedans, ce qui est en fait une combinaison entre le ressenti et l'observation. Et c'est toute la problématique de ce type de recherche. C'est pas de la phénoménologie philosophique, mais c'est un peu ça quand même. Alors, si l'on regardait la première vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Allons-y, oui. La vidéo de Street Lab. Une démonstration. D'accord, donc là vous voyez... Et vous nous expliquez. Vous voyez la rue artificielle qui s'allume. C'est une rue, une salle qui reproduit un environnement réaliste dans lequel on peut modifier l'environnement lumineux facilement avec des panneaux LED au plafond. Mais on peut également mesurer le comportement des sujets. Par exemple ici, on peut placer des petits marqueurs ou des petites boules sur le participant pour savoir comment le participant se déplace, quel type de posture il adopte, quelle vitesse de marche il peut adopter. Oui. Également, on peut en même temps mesurer les mouvements des yeux. Par exemple, ici, vous avez une vue un peu complexe. Par exemple, vous pouvez regarder... alors, c'était très rapide, mais c'est difficile à voir. Donc ça, c'est la première plateforme. La deuxième plateforme, c'est un simulateur de conduite qui permet de mettre en situation des patients, par exemple glaucomateux, dans des situations accidentogènes. Et donc, voir dans quelle mesure ils sont capables de réagir. Et tout récemment, ou depuis quelques années, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on utilise la réalité virtuelle. C'est-à-dire on n'essaie pas uniquement de voir des situations physiques pour simuler des tâches très complexes, quasiment impossibles ou trop dangereuses à faire en réalité, et dans lesquelles on peut tout mesurer et tout contrôler beaucoup plus facilement. Et qui seront aussi très facilement exportables dans des études multicentriques. Et donc là, vous avez un exemple d'un parcours de locomotion dans lequel le sujet doit se déplacer dans un labyrinthe qui est tout en gris, éviter certains obstacles. Par exemple, là, il doit se baisser à l'aplomb d'un drapeau. Mais alors, attendez, ça va très vite. Ça va à cette vitesse-là ? Là, c'est accéléré. Là, dans ce cas-là, c'est moi qui me déplace dans le labyrinthe. Ah oui, parce que là, ça va très très vite. Je mets des pauses à certains moments pour qu'on puisse le voir. Oui. Le participant doit enjamber différents objets. Par exemple, là, une marche, il y en aura 2 sur le parcours. Et de manière autonome, se diriger vers une sortie ou vers une dalle d'arrivée. Donc, il y a un deuxième drapeau. Mais là, c'est à vitesse réelle. Hein. Je ne marche pas très vite. Là, c'est une marche naturelle pour moi, en tout cas. Très bien. Et vous voyez ici, par exemple, le résultat de ce test-là a été fait à la fois en réalité virtuelle, mais également en utilisation physique, vraiment de manière réelle. Vous voyez sur la gauche de l'écran un patient atteint de rétinopathie pigmentaire qui réalise ce même test. Vous voyez que la vitesse n'est pas tout à fait la même. D'ailleurs, c'est l'âge aussi, c'est pas une personne très jeune. Donc vous voyez également une vue de dessus de la trajectoire du participant sur la droite. Oui. Et vous pouvez voir d'ailleurs que le premier drapeau n'a pas été vu. La personne ne s'est pas baissée, elle a heurté avec la tête. Alors c'est un drapeau en tissu, ça ne fait pas mal, mais c'est ce qu'on mesure, ce qu'on objective. C'est justement ça, c'est le nombre d'erreurs, quels sont les objets qui ont été touchés, le nombre de collisions avec le parcours, la vitesse de marche, les hésitations, à quel point ils sont capables de faire ces labyrinthes en fonction aussi de différents paramètres qu'on peut manipuler, comme la lumière qui est le paramètre principal qui permet de mettre les gens dans une difficulté plus importante et donc de détecter des formes plus précoces ou des conséquences dans la vie quotidienne plus précoces de la maladie.
Cécilia Cohen. Je me posais une question, et en fait, la question vous concerne vous, et vous, bien sûr, qui travaillez en collaboration avec notre patient référent Stéphane Herriard. Est-ce que votre état, est-ce qu'il peut se passer, il s'agit d'objectiver les impacts dans la vie quotidienne de ces thérapies, mais est-ce qu'une forme d'angoisse ou d'anxiété ou d'appréhension pourrait venir troubler cette objectivation des impacts? Vous pouvez vous trouver dans un état de fragilité, de vulnérabilité, ou de stress ou d'angoisse, et rater ou réussir moins le test, et alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, personnellement, je pense que là, on va plutôt parler du choix des patients, parce que la rétinopathie pigmentaire, c'est quand même une maladie qui évolue un petit peu par palier, c'est-à-dire qu'on passe par des phases de déclin qui sont cycliques, alors ça peut être tous les ans, tous les 6 mois, ça dépend, mais en tout état de cause, à ce moment-là, on est un petit peu plus fragile psychologiquement, et je pense que le choix des patients dans les protocoles devient très très important, parce que justement, il ne faut pas perturber cette objectivation, cette mesure, il faut qu'elle soit la plus réaliste possible. Donc, malheureusement, parfois, on doit éviter de prendre des patients qui sont psychologiquement affaiblis à un instant donné. Mais oui, professeur Sahel, on vous entend réagir. Oui, en fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est un sujet majeur. Dans le suivi des patients qu'on a au Centre de maladies rares au 15-20, il y a une équipe de 3 psychologues cliniciens qui sont associés et qui rencontrent les patients et qui sont complètement indépendants des cliniciens, c'est-à-dire qui ne rapportent pas aux cliniciens, dont l'objectif, c'est d'être en relation avec les patients. Et c'est arrivé de temps en temps qu'un ou une des psychologues nous alerte en disant ce patient, c'est une mauvaise idée de l'inclure maintenant dans un essai parce que ce patient est fragile, c'est pas le bon moment pour ça. C'est des choses qu'on n'aurait pas forcément constatées nous-mêmes. Évidemment, les patients sont les seuls à savoir, mais parfois ils sont dans une situation de vulnérabilité liée à l'évolution de la maladie. Il y a aussi un contraste entre les attentes qu'ils peuvent avoir de nos essais thérapeutiques et de la réalité de ce qu'on peut en espérer. Donc ça, c'est des choses qu'il faut toujours peser et c'est très complexe. Donc je suis très heureux que vous l'ayez dit parce que c'est quelque chose qui doit être toujours au centre de nos préoccupations. On ne vous voyait pas, on avait encore les images, mais on vous entendait, c'était l'essentiel. D'accord. Je me retourne vers vous, Colas Autier. Est-ce qu'on peut vous revoilà, professeur Sahel. Est-ce qu'on peut continuer à voir d'autres vidéos pour continuer à évoquer ces... Oui, bien entendu. Mais s'il vous plaît. Ce que je peux ajouter, c'est également que quelque part, plus on s'intéresse au comportement, un comportement complexe dans la vie quotidienne, plus on va avoir une variabilité naturelle liée à plein d'aspects, des aspects cognitifs, des aspects même physiques. Je veux dire, on peut marcher plus ou moins vite en fonction de sa morphologie, et des aspects bien sûr psychologiques, mais pas uniquement des aspects psychologiques liés à l'acceptation ou à des difficultés liées au changement de la vision, mais également à des aspects motivationnels. C'est des choses qu'on essaie de comprendre motivationnel, également. Motivationnel, vraiment. C'est-à-dire, il y a des patients qui ont le même niveau d'atteinte et qui n'auront pas du tout les mêmes performances dans le test. Parce que certains d'entre eux parfois ont presque accepté, se disent presque je suis déjà aveugle, ou en tout cas je suis plus capable de faire quelque chose. Et pourtant ils sont volontaires dans nos essais ou dans nos... mais ils viennent quand même, mais ils se comportent presque comme des aveugles en étant... Ou comme des stoïciens. Tout à fait, ils se disent bon, mais c'est peut-être fini, j'ai plus grand-chose. Alors que d'autres personnes avec les mêmes caractéristiques visuelles se battent, s'entraînent tous les jours et sont très performants et parfois bien plus performants que des gens qui ont des capacités visuelles supérieures. Et donc ça, c'est des aspects de variabilité avec lesquels il faut composer de toute manière également. On n'est pas aussi précis, on n'est pas en train de mesurer une cellule. On s'intéresse à un comportement global dans des tâches qu'on essaie de contrôler le plus possible, mais c'est des humains. Et le facteur humain est par définition imprévisible, n'est-ce pas, Stéphane Herriard? Oui, je suis un homme. Et chez Homo. Un autre... oui. Continuons. Qu'est-ce que nous... Vous avez d'autres vidéos à nous montrer, je crois. J'ai l'impression qu'elles ont été toutes... elles ont été toutes montrées. Elles ont été toutes compilées. Alors c'est peut-être le moment de parler avec Alexandre, qui est ici, de la manière d'évaluer la récupération visuelle avec l'enregistrement de l'activité cérébrale. Quel est l'acronyme? Alors, on appelle ça EEG, exactement. D'accord. Donc, en appuyant tout ce qui vient d'être dit, et en reprenant le professeur Sahel qui rappelait que la vision commençait à la rétine, mais se prolongeait par le traitement de l'information visuelle par le cerveau. Un des objectifs qu'on a dans notre équipe, nous, c'est d'essayer d'utiliser des systèmes d'enregistrement de l'activité cérébrale. Et ça, de le faire dans les mêmes conditions de mobilité et entre guillemets,
naturel. C'est ce qu'on est en train de voir. On va voir une vidéo montrant un peu ce qu'on a fait aussi. Décrivez-nous ce qu'on voit là. Alors, vous voyez que donc, la personne là, porte un casque EEG, ce qu'on appelle ça. Donc c'est un bonnet, entre guillemets, avec composé d'électrodes voilà, qui sont placées sur le cuir chevelu et qui captent l'activité électrique produite par le cerveau lorsqu'il fonctionne, tout simplement. Et notamment lorsqu'il traite l'information visuelle. D'accord. Et donc on voit ce qu'on enregistre dans l'encadré en haut à droite. C'est des signaux voilà, qu'on essaye d'interpréter ensuite a posteriori. Et donc là, vous voyez, c'est l'exemple du patient dont a parlé le professeur Sahel tout à l'heure, qui a été traité par thérapie optogénétique. Et donc il porte donc il a subi ce traitement et en plus il porte des lunettes. Un traitement qui est, enfin on peut dire, qui est de longue haleine et qui est porteur d'espoir en ce moment. Oui. Et il doit donc, alors Cécilia sera plus à même de vous expliquer le principe exact, mais il porte des lunettes qui viennent stimuler son œil qui a été traité et sur lequel on a rajouté des cellules qui étaient rendues photoréceptrices. D'accord. Et lors de ce test, on lui demande d'indiquer s'il perçoit l'objet devant lui, donc ce petit gobelet que vous voyez. Donc il peut répondre avec le petit clavier devant lui. Il répond oui ou non. Il répond oui, je l'ai vu, non, je l'ai pas vu, ou je ne peux pas dire. D'accord. Et nous, on a en utilisant le signal qu'on a enregistré au niveau de son cerveau, essayé de comprendre si l'information visuelle faisait le chemin jusqu'au cerveau, en utilisant un algorithme pour différencier le signal perçu lorsque l'objet était présent ou lorsque l'objet était absent. Et à partir de là ? À partir des données enregistrées. Et donc on a trouvé que dans ces données enregistrées, on pouvait différencier ces deux cas. Et ce qui nous donne l'indication que jusqu'au cerveau, l'information est assez riche pour au niveau grâce au traitement, l'information devient assez riche pour que le cerveau fasse la différence, en tout cas selon la façon dont on l'interprète, et donc que la thérapie a des promesses d'être vraiment bénéfique. Donc c'est vraiment une objectivation du signal. C'est l'ultime objectivation, entre guillemets, exactement. Si je puis dire. L'ultime objectivation est vraiment la perception du patient. Parce que s'il nous dit qu'il est si la perception est parfaite et qu'il est capable de nous dire tout le temps si l'objet est présent ou absent, ça c'est le Graal. Mais il y a toute une étape aussi, je pense, qui est importante à comprendre, c'est que pour des patients qui ont potentiellement perdu la vision pendant un certain temps, qu'est-ce que vous voulez dire par la perdu la vision pendant un certain temps ? Enfin, qui sont dans un état de cécité depuis de nombreuses années ou même un peu moins, mais le cerveau est aussi plastique et donc a besoin de se réadapter à ce nouveau stimuli visuel qu'il a peut-être oublié, entre guillemets, à comment l'interpréter. Au fil de toutes ces années, c'est ça. Voilà. Et donc, caractériser ce qui se passe au niveau du cerveau dans ce genre de thérapie, c'est aussi fondamental pour comprendre comment la thérapie fonctionne et si elle fonctionne effectivement. Est-ce que le professeur Sahel, qui est toujours là, qu'on ne voit pas, car l'on voit l'EEG, mais qui est là, je le sais, vous revoilà. Voudriez-vous ajouter et commenter cette méthode EEG d'enregistrement donc, et d'objectivation de ce bénéfice lié à ces thérapies? Donc, ce qui s'est produit, c'est que lors de l'essai clinique, lorsque le premier patient a rapporté ces sensations de voir les passages protégés, puis qu'ensuite, avec Cécilia et toute l'équipe, ils ont été capables, avec Chloé, etc., de montrer qu'ils pouvaient reconnaître où étaient passés les objets, aller dans la direction. Ce qu'on a souhaité, c'est vérifier que ça s'accompagnait bien d'une mesure objective au niveau du traitement de l'information visuelle. Et donc l'équipe d'Angers-Léo, dont Alexandre fait partie, donc qui a été impliquée directement là-dedans, a associé ce test qui au départ n'était pas prévu dans le protocole, mais qui évidemment a beaucoup renforcé la qualité des informations que nous avons pu recueillir, puisqu'il y a un signal très précis au niveau du cerveau lorsque l'information visuelle est précise par rapport à un bruit de fond qui existe en permanence, puisque une partie de la vision, c'est d'extraire du bruit de fond qui est constant, un signal qui a du sens. Et c'est ce qui a été mesuré. Donc là, ça fait partie maintenant du protocole.
Et ça va d'ailleurs être considérablement raffiné dans les temps qui viennent, puisque l'essai clinique continue et l'analyse des données chez les patients, maintenant qu'on peut les ramener, puisque le Covid nous permet d'être un peu plus intense dans notre protocole, ça nous permet d'associer à tous les tests qui sont déjà au point ce type d'évaluation qui fait partie des canons en fait de l'analyse du traitement de l'information visuelle. Donc ça, c'est une façon de corréler les mesures objectives avec les sensations subjectives. Et ça n'est valable que dans le cas de la thérapie optogénétique. Ça ne concerne... Non, ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres choses. En fait, l'équipe d'Angelo Arleo, au départ, travaille sur tout à fait autre chose, travaille sur la vision, bien sûr, et sur le vieillissement. Et ils avaient mis au point cette technique, puisqu'ils travaillent en particulier sur la mobilité des personnes âgées, l'évolution des capacités de mobilité des personnes âgées en fonction du vieillissement normal et pathologique de la vision. Et c'est moi qui l'ai sollicité en lui disant, Angelo, est-ce que vous pourriez nous aider, parce qu'on aurait besoin de ce type de méthode dans le cadre de notre protocole. Mais ça peut s'appliquer à pratiquement tous les domaines. Il y a juste ce qu'on appelle une cinétique, c'est-à-dire le temps de traitement de l'information par le cerveau qui fait que ça ne peut pas être toujours effectué de façon adaptée, mais dans la plupart des situations, ça pourrait faire partie des essais cliniques. Mmh. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'est effectivement dans la continuité de ce que dit le professeur Sahel. L'idée, c'était vraiment de rajouter cette couche d'enregistrement du cerveau pendant tout ce qu'on vient de décrire, la mobilité, la vie quotidienne. Et ça a demandé pas mal d'efforts parce qu'il y a beaucoup de contraintes liées à l'enregistrement de ces données. Et c'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir montrer que cette technique est applicable pour des protocoles cliniques. Et donc, dans d'autres cas aussi, on pourrait très bien l'appliquer, effectivement. Vous pensez à quel cas quand vous dites dans d'autres cas ? Dans le cas du vieillissement dont parlait le professeur Sahel, par exemple, où on va encore une fois peut-être pouvoir collaborer avec StreetLab, proposer des tâches à des personnes âgées où elles seraient peut-être en difficulté d'habitude, essayer de comprendre le signal cérébral qui est associé à ça, comparer ce signal cérébral à des personnes jeunes qui feraient la même tâche et essayer de comprendre d'où viendrait la difficulté constatée au niveau comportemental, essayer de comprendre quelle zone du cerveau serait impliquée, est-ce que c'est purement visuel ou est-ce que ça vient d'autres zones cognitives, d'autres sens possiblement. Et donc l'ajout de cette technique d'enregistrement dans des conditions complètement plus quotidienne et moins laboratoire est très intéressante à ce niveau-là. Colas Autier, collaboration avec StreetLab ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les avancées techniques dans l'imagerie EEG rendent possible aujourd'hui d'inclure ces mesures-là dans des tâches dans lesquelles le sujet n'est pas statique. Parce que l'EEG, il faut voir que comme c'est quelque chose qui est situé sur la tête, ça bouge un petit peu. Et pendant très longtemps, il n'a pas été possible ou très facile de réaliser des tâches de déplacement avec ces techniques-là. Et c'est vrai que c'est très très intéressant et c'est des informations complémentaires ou des informations de recherche pour mieux comprendre le comportement aussi sain du traitement de l'information. Très bien. Cécilia Cohen, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais parler peut-être un petit peu de la prise en charge de ces patients en optogénétique juste avant qu'on puisse objectiver en EEG le bénéfice thérapeutique. Comment faisait-on à l'époque ? Nous, en tout cas, ce qu'on a pu proposer à ces patients, c'est des séances de réhabilitation. Qu'est-ce que ça veut dire, séance de réhabilitation ? C'est-à-dire qu'en fait, le système qui doit être utilisé pour rendre les cellules sensibles à la lumière se trouve dans des lunettes. Et ces lunettes, en fait, grâce à un faisceau, vont envoyer de la lumière sur ces cellules qui ont été injectées. Et en fait, il faut rendre l'œil capable de fixer cette lumière. Alors, ça paraît simple, mais en fait, chez des patients, on se dit fixer de la lumière, a priori, c'est pas très compliqué. Oui. Mais quand on n'a pas vu pendant des années, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, le cerveau peut avoir un petit peu oublié la capacité de regarder, de fixer. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en rééducation avec ces patients qui sont très motivés et qui mettent vraiment beaucoup d'énergie pour apprendre de nouvelles stratégies avec ce dispositif. Parce qu'il faut savoir aussi que la caméra se trouve au milieu
donc entre les deux yeux sur les lunettes. Et donc, il faut apprendre aussi maintenant, avec ce système, à scanner son environnement avec les lunettes et à interpréter la nouvelle vision. Et ça, c'est aussi beaucoup de travail cognitif, beaucoup de travail de réinterprétation de l'environnement, de ce qu'on perçoit. Et une fois que les sensations visuelles commencent à être perçues par le patient, il faut qu'il se les approprie, qu'ils comprennent à quoi elles correspondent dans la vie de tous les jours et par exemple trouver donnez-nous un exemple. Voilà, par exemple on va travailler avec un patient sur un objet sur la table, donc par exemple un cahier ou une tasse ou un gobelet, exactement. Et quelles sont les sensations visuelles associées à la perception de ce gobelet? Donc là, vous leur demandez. On leur demande, on s'assure que l'œil regarde bien au bon endroit pour que le cerveau puisse percevoir l'information et l'interpréter. Et ça, en fait, c'est du travail. Et on fait aussi dans ces séances de réhabilitation, on a la liberté de pouvoir tester la vie quotidienne, pour le coup. Donc, on utilise beaucoup le Home Lab. Et donc, on va travailler avec les patients dans la cuisine. On va regarder aussi, travailler sur la lumière du jour, la lumière du plafonnier et réussir à faire en sorte que le patient soit capable de différencier toutes ces sensations visuelles, les comprendre et les reconnaître. Et ça, c'est les patients qui font une grosse partie du boulot. Voilà. Je vois que vous souscrivez à cette conclusion de Cécilia Cohen, c'est les patients qui font une grosse partie du boulot. Avant que l'on donne à nouveau la parole au professeur Sahel pour une conclusion, une dernière intervention de vous, notre patient référent, sur toutes ces techniques qui permettent de mesurer l'impact des thérapies sur la vie quotidienne. Alors en tant que patient... qui ne connaît pas la recherche, on va se dire qu'on est un peu loin de ces préoccupations-là. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de mieux y voir. Mais quand on connaît un petit peu le monde de la recherche, on se dit quand même que c'est long. Le temps de la recherche, c'est pas le même que le temps du patient. J'ai toujours tendance à dire que le patient est un peu impatient, mais malheureusement, c'est bien le cas. La recherche, elle est un peu plus longue. Et donc, toutes ces techniques et toutes ces mesures, elles nous donnent quand même beaucoup d'espoir. Elles nous donnent quand même beaucoup d'espoir au final, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties sur la thérapie génique et sur l'optogénétique. Et donc, il y a des perspectives. Le professeur Sahel, tout à l'heure, nous disait que c'était des petites victoires temporaires, mais elles sont quand même très importantes pour les patients parce qu'elles nous remplissent d'espoir. Et quand on peut ensuite participer à certains protocoles pour, en plus, y contribuer, j'ai envie de dire, nous, ça nous rassure grandement. Professeur Sahel, voulez-vous conclure cette web télé? Avant qu'on passe aux questions, elles sont nombreuses, que nous ont adressées les internautes, qui seront pour vous tous. Voulez-vous conclure, s'il vous plaît? En fait, j'aurais presque dit que j'aurais laissé la dernière parole aux patients, puisque ce qui vient d'être, c'est exactement notre vécu. Ce que j'allais dire juste avant, c'était que en fait, notre façon de travailler, ce que Cécilia a très bien décrit, c'est qu'en réalité, on a a priori des protocoles qui ont été conçus sur la base de nos connaissances, des laboratoires, etc. Le fait d'avoir voulu travailler en prise directe sur la vie quotidienne des patients, ça amène à adapter ces protocoles. Et ça, c'est lié à l'écoute et à cette conception de patients actifs, en fait, dans les essais, plutôt que patients passifs qui se contentent d'exécuter des tâches qui ont été prédéfinies par d'autres. Et ce qu'a très bien dit Cécilia, c'est en fait, il y a deux phases. Il y a une phase d'essai, une phase d'adaptation, une phase d'apprentissage, et il y a une phase de test. Et tout travail, ça consiste à garder la rigueur méthodique qu'on peut avoir en science avec des tests prédéterminés, etc., mais aussi de s'adapter à ce que les patients nous disent, puisque le plus important, c'est quand même la démonstration du bénéfice dans leur vie quotidienne. Et chacune de ces victoires provisoires, c'est pour nous évidemment une très grande victoire, parce que c'est souvent 10 ans, 15 ans de travail avant ça, mais c'est simplement qu'il faut rester humble. On est encore très loin d'avoir réglé tous les problèmes. Il y a encore, comme évidemment ça peut être, l'écho peut en être fait par le patient sur le plateau, il y a encore énormément à faire. Mais je pense que ce qu'il a dit, c'est en fait sans doute exactement le dernier mot. Le mot de la fin, mais ce n'est pas tout à fait la fin, parce que vous avez énormément de questions, on les a sélectionnées. On va voir qui veut répondre. Je vous propose la première d'une internaute qui s'appelle Chantal. Côté traitement et thérapie, quid du syndrome d'Usher? C'est pour vous, professeur Sahel, évidemment. Oui.
Alors, en fait, on a tenu il y a un mois un symposium international où il y a eu 400 personnes et en particulier il y a eu 200 patients, près de 200 patients qui ont participé. Donc, le syndrome de Usher, c'est un syndrome qui associe une atteinte auditive et une atteinte visuelle. L'atteinte visuelle, c'est une forme de rétinite pigmentaire, donc une atteinte de la vision de nuit, puis périphérique, puis centrale. Et l'atteinte auditive, elle peut survenir très tôt dans la vie, soit un peu plus tard dans la vie. Alors, dans ce syndrome, il y a eu énormément de travaux. Donc, nous, en particulier à l'Institut, en partenariat avec l'Institut de l'audition, on a travaillé sur la compréhension du syndrome lui-même. L'équipe de l'Institut Pasteur avec Christine Petit a trouvé pas mal de gènes impliqués dans la genèse de cette maladie, des modèles qui ont permis de mieux comprendre. Et puis, il y a maintenant un certain nombre d'essais qui sont en développement, d'essais de thérapie génique, il y a des essais aussi sur la rééducation de l'équilibre, puisque ces patients ont aussi des troubles de l'équilibre, et évidemment tous les bénéfices des implants cochléaires et de la thérapie génique qui se développe sur la cochlée, donc sur l'organe de l'audition. Donc c'est un syndrome très complexe qui impacte considérablement la vie quotidienne. Il est au cœur des travaux de l'Institut de la Vision et maintenant de l'Institut de l'Audition, qui est notre voisin, pour vraiment essayer d'avancer là-dessus. Et tout ce symposium a été filmé, tout est disponible en ligne sur à la fois notre site, le site de l'Institut de l'Audition, et il y a toute une séance entière d'une journée où les patients pouvaient poser des questions et qui était dédiée aux patients, qui était en français, parce que le reste du symposium qui a vraiment rassemblé sur Internet 400 chercheurs du monde entier était d'échanger sur la science, mais aussi d'échanger avec les patients, et cette partie-là a été en français, donc elle est plus accessible. Donc elle est accessible pour Chantal. Je crains que la deuxième question ne soit pour vous aussi, professeur Sahel. Quel traitement pour la rétinopathie pigmentaire dans le cadre du syndrome de Bardet-Biedl ? Alors là, c'est aussi un autre syndrome, puisqu'en fait la rétinite pigmentaire touche l'œil, mais touche aussi d'autres organes. Donc dans le syndrome de Bardet-Biedl, il y a des atteintes aussi qu'on appelle métaboliques, plusieurs autres types d'atteintes que je ne vais pas détailler parce que ça serait ennuyeux pour tout le monde. Donc il y a des équipes qui travaillent dessus, en particulier à Strasbourg, l'équipe du professeur Dollfus, Hélène Dollfus, qui travaille dessus, sur la partie associée entre le métabolisme et le syndrome. C'est un syndrome complexe, il y a aussi plus d'une dizaine de gènes qui ont été identifiés pour aider à la régénération des photorécepteurs ou leur protection dans le cadre de cette maladie. Mais c'est aussi un syndrome complexe comme le syndrome de Usher parce qu'il ne touche pas que la vision. Et quand je dis que la vision, c'est déjà énorme. Alors, Marie-Josée de Montréal s'interroge, parmi tous ceux qui existent, comment choisir un essai clinique qui soit bon pour nous ? Non mais je comprends cette question, je ne sais pas qui peut répondre. Peut-être vous, Cécilia Cohen. Je veux bien tenter. Oui, tentez. En général, ce sont les médecins, investigateurs et les équipes de recherche, les attachés de recherche clinique et les équipes à l'hôpital qui vont être au courant de tous les protocoles en cours et en fonction des critères d'inclusion et des objectifs de l'étude, vont proposer aux patients des thérapies ou des protocoles qui leur C'est dans ce sens-là que cela se passe. Ce n'est pas une sorte sens-là. de supermarché, si j'ose les guillemets, Après, de protocoles. Il faut en général être suivi dans ces centres d'investigation clinique pour avoir pour qu'on puisse vous proposer et être en lien avec les équipes qui vont mener ces protocoles. Ouais. Je peux peut-être essayer de compléter ça. Oui. En fait, il y a d'une part, ça a été dit tout à l'heure par notre patient témoin, il faut faire attention parce que les essais cliniques, c'est pas forcément pour tout le monde à tous les moments. Il y a des moments dans la vie des patients où on risque plus de leur nuire que d'être bénéfique. Et cette idée de ne pas nuire, c'est qu'aussi, il ne faut pas lancer un essai clinique qui pourrait compromettre les chances pour le patient d'avoir accès à un autre essai clinique plus adapté à sa situation. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais on en parlera sans doute une autre fois. Il y a beaucoup de méthodes d'imagerie aujourd'hui qui nous permettent pratiquement au niveau cellulaire de savoir l'état de la rétine, combien de cellules sont encore présentes, qu'est-ce qu'on peut espérer des essais thérapeutiques. Et en gros, dans les phases précoces, la thérapie génique est la meilleure façon d'approcher le problème, c'est vraiment de corriger la cause de la maladie. Lorsque la maladie évolue, c'est d'essayer de protéger les cellules restantes. Et quand la maladie est vraiment à un stade très avancé, c'est d'essayer de remplacer les cellules qui ont été perdues. Et là, évidemment, il peut y avoir une compétition entre les méthodes. Ça sera un luxe que nous espérons avoir dans les années à venir, c'est d'avoir l'embarras du choix entre les méthodes et de dire aux patients, comme c'est le cas dans d'autres maladies, il y a 2 choix ou il y a 3 choix, présenter les avantages et les inconvénients. On n'en est pas encore là, c'est exactement ça qu'on souhaite, mais d'abord, toutes les thérapies, il n'y aura pas un traitement pour tout le monde, ça va vraiment dépendre du stade de la maladie, du stade du handicap visuel, de l'état restant de la rétine et de la motivation du patient.
J'ai encore une question pour vous, professeur Sahel. On abuse de votre présence et de votre bienveillance. Quelles innovations, demande Nathalie, innovation médicale, et dans quel délai pour régénérer les nerfs optiques dans le cas d'un glaucome agonique? Alors, ces thérapies seront-elles... Alors, c'est une question très très différente. Alors, pendant longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait pas régénérer le nerf optique parce que le nerf optique fait partie du cerveau. Et la bonne nouvelle des 10 dernières années, c'est que pas mal d'équipes dans le monde, dont l'équipe d'Alain Chadotal à l'Institut de la Vision, mais un peu partout dans le monde, et d'ailleurs le centre que je dirige à Pittsburgh organise chaque année une réunion de l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur le domaine, ont commencé à comprendre un peu mieux les mécanismes qui bloquent la régénération du nerf optique, mais qui peuvent aussi la stimuler avec un certain nombre d'espoirs. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'essais cliniques dans ce domaine, mais ça va arriver dans les années qui viennent. Il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'on peut finalement lever une partie du blocage qui nous empêche en fait de régénérer. Par exemple, les poissons peuvent régénérer leur nerf optique, les batraciens aussi, mais pas les êtres humains ni les mammifères. Donc on essaie de comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais en l'état actuel des choses, ça n'est pas encore quelque chose qui est en essai clinique. Ça arrivera dans les années qui viennent, heureusement. Ça arrivera. On pensait que ça ne serait pas possible, mais c'est en train d'arriver. C'est pour vous, Cécilia, parce que c'est une question à propos de séances d'orthoptie, c'est l'avant-dernière question. Dans le cas du blépharospasme, quelle préconisation et utilité pour des séances d'orthoptie? Je suis désolée. Et quels conseils pour limiter la photophobie aussi? Alors, en orthoptie pour le blépharospasme, je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment un impact direct. Alors après, professeur Sahel, peut-être que vous aurez des conseils sur le blépharospasme. Malheureusement, en orthopsie, ce ne sera pas mon domaine. Et la photophobie? Et alors, associée donc apparemment à ce blépharospasme. La photophobie, en général, je conseillerais de se diriger vers un opticien basse vision spécialisé pour avoir un équipement solaire ou en tout cas un équipement en lunettes adapté et une casquette. Notre patient référent, Branle du Chef, oui, car il connaît la photophobie. Oui, puis les lunettes filtres, les filtres de la lunette sont quand même de plus en plus bien élaborés, donc je les recommande. Très bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, professeur Sahel, ou je vous soumets la dernière question? Non, disons sur le blépharospasme, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, effectivement, comme Cécile l'a dit, il faut essayer de lutter contre la photophobie, qui peut être un des facteurs qui entraîne ce blépharospasme. Il y a aussi la possibilité, il y a des injections, donc le fameux Botox qui a d'ailleurs été mis au point au départ en partie pour ça, pour bloquer ces phénomènes avec des injections répétées. Donc ça aide les patients à vivre avec, ça ne guérit pas la maladie et c'est très handicapant pour les patients sur le blépharospasme, mais ça a quand même apporté une aide importante pour les patients. Et voici donc la dernière question de Chabat. J'ai un problème de macula et d'amblyopie. Pourrais-je un jour bénéficier de ces fameuses nouvelles thérapies de la vision? Alors ça dépend du problème de macula. Si c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a aujourd'hui des traitements pour certaines formes qu'on appelle les formes humides. Pour les formes atrophiques, c'est là qu'on a mis au point ces rétines artificielles et il y a aussi toutes les techniques de basse vision qui peuvent aider les patients. L'amblyopie, c'est plus compliqué. L'amblyopie, c'est l'incapacité en fait du cerveau à traiter l'information de façon très détaillée, qui est souvent la conséquence du fait que dans les premières années de la vie, la vision n'a pas été très bonne ou pas bonne du tout et que le cerveau n'a pas pu développer les circuits et la précision de traitement de l'information. Il y a une période critique au-delà de laquelle ça devient difficile de revenir en arrière, mais là aussi il y a un certain nombre de travaux qui permettent d'espérer réouvrir cette période de réhabilitation pour essayer de restimuler le système visuel. Mais ces travaux sont encore à des stades très préliminaires. Professeur Sahel, nous avons eu beaucoup de chance de passer presque une heure avec vous. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants, Cécilia, Colas, Alexandre et notre patient référent Stéphane. Merci professeur. Merci. Vous étiez avec nous de Pittsburgh, merci infiniment. Et pour tous ceux qui nous regardent, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette Web TV. La prochaine sera consacrée à la douleur. Il n'y a pas encore de date, on vous la communiquera prochainement. Ce sera en janvier 2022. D'ici là, bonne soirée.